Accord, désaccord avec Gérard Leclerc. Et avec surtout Régis Le Sommier et Philippe Besson. Philippe Besson, on le rappelle, auteur de Les Passants de Lisbonne. On commence bien évidemment avec ce qui a fait l'actualité de la semaine, c'est-à-dire la charge de Martine Aubry, de Benoît Hamon contre le gouvernement Valls. Il y a question d'affaiblissement durable, tout est mis en pièces, le pacte de responsabilité, la déchéance, le code du travail. C'est la gauche qui est en train d'exploser, mon cher Philippe Besson. Oui, ça ressemble un petit peu à ça. En même temps, je trouve ça assez accablant parce qu'il me semble que c'est quand même le sommet de l'entre-soi, quand même. C'est-à-dire que la gauche pense que son seul adversaire dans le pays, c'est la gauche. Une gauche contre une autre gauche. Il m'avait semblé que quand on était de gauche, on pouvait éventuellement discuter de ce qui différenciait de la droite, de l'extrême droite, de pointer les travers éventuels, les programmes de ceux qui sont en face. Non. Martine Aubry et ses amis pensent que l'urgence, c'est évidemment de s'attaquer à l'autre partie de la gauche. Bon, ça me paraît un peu curieux. La deuxième chose, c'est que quand justement on regarde l'évolution électorale des dernières années, c'est-à-dire le fait que la droite et l'extrême droite gagnent à peu près toutes les élections, je ne suis pas sûr qu'il y ait un désir de plus de gauche en France aujourd'hui. Donc je vois pas très bien non plus à qui Martine Aubry s'adresse quand elle fait cette tribune-là. Par ailleurs, si j'en crois ce qui s'est passé hier soir, c'est-à-dire le fait qu'elle se soit convertie à la primaire alors qu'elle était plutôt contre jusque-là, Martine Aubry, j'en déduis qu'il y avait sans doute quelques arrière-pensées politiciennes dans cette tribune qui n'étaient donc pas juste quelque chose de... Vous imaginez Martine Aubry, effectivement, qui pourrait être candidate à la primaire et donc la revanche de 2012 ? En tout cas, ce qui est très frappant, c'est que jusqu'à présent, elle disait non, il n'y a pas de raison de faire une primaire, il y a un président sortant, surtout n'en faisons pas. Hier soir, elle a expliqué qu'effectivement, c'était une bonne idée de le faire. Donc, est-ce qu'elle irait, est-ce qu'elle demanderait à un homme de paille, façon Benoît Hamon, par exemple, d'y aller à sa place? Je sais pas, mais en tout cas, je suis pas sûr que tout ça soit à la hauteur des enjeux du moment. Voilà. Régis moi, ce que je ne suis pas sûr du tout, c'est la façon dont ça peut, finalement, aider ou pas aider le président de la République, François Hollande. C'est-à-dire, ça l'aide pas, de toute façon. Non, ça ne l'aide pas, mais c'est encore une fois, on avait pris un peu l'habitude depuis notamment les attentats et depuis donc justement le durcissement de la politique et de la droitisation d'une certaine façon des choses, à ce que justement ce soit des éléments de droite ou Manuel Valls, ou enfin en tout cas des gens qui incarnent cette tendance-là au PS, qui double un petit peu le président sur sa droite. Et là, finalement, c'est sa gauche au moment où il est pas là. En plus, on le rappelait tout à l'heure, on le voit avec ses colliers de fleurs à Wallis et Futuna et voilà un petit peu partout en Amérique latine. Et puis, il n'est pas là et on a l'impression que c'est encore plus le bordel. On a l'impression que c'est encore plus, c'est une manière de l'attaquer. C'est-à-dire qu'on lui a préparé un coup et là, cette fois-ci, c'est sa gauche et tout ça, finalement, manque un peu de cohésion, et je dirais qu'à un an d'échéance quand même cruciale, on se dit comment il va se remettre en ordre de bataille, comment il va pouvoir finalement piloter ça, faire en sorte qu'il y ait une cohérence, parce que si même chez lui ça ne va pas, bon, il y avait eu la charge de Mélenchon avant, qui est déjà inscrit. Mélenchon, mais il s'est mis dans les starting blocks, jusqu'à présent, il parlait un petit peu, c'était plutôt des alliances avec les communistes ou pas. Maintenant, là, on sait où il est. Voilà, il y a une accumulation des choses. La primaire revient vraiment très fort, l'idée de la primaire, comment tout ça va se mettre en place, c'est une grosse interrogation, et c'est un point faible, encore une fois, c'est un moment encore faible pour le président et pour le gouvernement. Oui, pour rebondir ce qui vient de dire par Régis, je dirais aussi que cette faiblesse peut curieusement être une force. C'est-à-dire que effectivement, il a été attaqué sur sa droite. Ensuite, maintenant, il est sur sa gauche. Du coup, je me demande si à la fin, Hollande, fidèle à sa tradition de culbuto, va pas représenter une sorte de point d'équilibre entre ces deux gauches qui visiblement ont du mal à s'entendre. Et si finalement cette primaire, dont moi je croyais qu'elle était hypothétique et qu'elle n'avait aucune chance d'advenir, je me demande si cette primaire ne pourrait pas être une chance pour lui. C'est-à-dire si effectivement elle a lieu et qu'il s'y présente, est-ce qu'il va pas être désigné? Parce que qui pourrait l'être à sa place, dans la mesure où n'iront pas effectivement les poids lourds du gouvernement et qui risque de se retrouver face à Madame Duflot, à peut-être Monsieur Baumel ou à Monsieur je ne sais pas quoi, enfin quelqu'un, un frondeur. Donc ça pèse pas lourd. Donc peut-être qu'effectivement il va
de cette séquence cataclysmique, il peut sortir un Hollande un peu vainqueur, curieusement. Qu'il dise ce qu'il veut. La primaire. Alors, sur la primaire, écoutez sur la primaire ce qu'on a dit ce matin Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement. Il était sur France Info. Toutes ces questions de primaire, tous ces jeux qui, dans un contexte où on a affaire à une crise agricole, ça c'est ma responsabilité, mais aussi une crise de lutte contre le terrorisme, une situation sur l'Europe qui est quand même à la veille du Brexit, un sujet majeur, et nous, on serait là en train de débattre de savoir si à la fin de l'année, tout le monde participe à une primaire. Est-ce que ça serait chouette? Mais moi, je vais vous le dire franchement, cette histoire, je vais la laisser à ceux qui veulent s'en occuper. Et je rappellerai à tous ceux qui, au gouvernement, ont une responsabilité, c'est que nous, c'est la France et les Français. Voilà, Stéphane Le Foll, un peu convenu. Derrière ça, on parle de tension entre François Hollande et Manuel Valls. Certains disent que peut-être Manuel Valls est même en train de préparer son départ s'il n'arrive pas à faire passer telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle est présentée la réforme du Code du travail. Vous y croyez? Alors moi, c'est bon parce que j'y ai pas cru pendant quelque temps quand cette rumeur a commencé à se propager. Et curieusement, je me dis quand même que quand on regarde effectivement les choses telles qu'elles se sont ordonnées ces derniers temps, c'est-à-dire effectivement Valls qui pousse toujours plus loin le curseur sur sa droite et qui se braque et qui refuse de négocier, qui dit c'est comme ça et c'est tout. Il y a j'irai jusqu'au bout, je ne fléchirai pas, etc. Quand on connaît effectivement Hollande qui lui est effectivement beaucoup plus ondoyant et beaucoup plus dans la négociation et dans la tempérance, on voit qu'il y a sans doute un hiatus possible entre le président et son Premier ministre et que Valls pourrait tirer prétexte, par exemple, du fait que la loi El Khomri ne serait pas votée ou qu'elle serait amputée sérieusement de ses mesures les plus emblématiques pour dire moi j'arrive pas à réformer, je m'en vais, c'est pas possible. Et effectivement préparer le coup d'après où effectivement il dit vous voyez, moi j'ai voulu réformer, je suis celui-là, je suis l'homme en mouvement et j'ai affronté les immobilismes, j'en ai tiré les conséquences et je me présente en homme libre. Ça peut, je sais pas si ça marcherait, mais en tout cas je vois bien la com qu'il y a derrière. Je pense en tout cas ce qui est notoire chez Valls, c'est effectivement par exemple son attitude vis-à-vis de Macron. On sait que il sent qu'il y a danger de ce côté-là, qu'il y a une nouveauté, qu'il y a une séduction, une capacité peut-être de rassemblement. Donc on sent qu'il est très arc-bouté contre son ministre et que cette attitude-là. Alors qu'en fait les deux sont quand même assez proches. Absolument, justement, il n'y a pas beaucoup de place pour occuper ce terrain-là à gauche. Et donc Valls, s'il prétend l'incarner d'une façon ou d'une autre, ou s'il se voit un avenir présidentiable, en tout cas, a peut-être par cette attitude-là prouve justement qu'il pense au coup d'après. Et l'idée que Valls partirait donc et que Macron pourrait lui succéder, c'est vraisemblable? Si Valls s'en va, là il y a alors pour le coup il y a un choix politique majeur à faire, c'est-à-dire qu'effectivement si Valls devait partir, qui le remplace? Là il faudra pas tergiverser, c'est soit vous choisissez Macron et là c'est la prime à la jeunesse et la cohérence avec la politique qui est finalement menée depuis 3-4 ans en France, c'est pas ça qui va rassurer mais qui va pas effectivement rassurer la gauche. Soit à ce moment-là c'est le virage à 180 degrés et vous décidez de préparer la présidentielle en réunissant un gouvernement très étiqueté à gauche avec les éléphants de gauche, avec les Verts, etc. Là, si Valls s'en va, il est devant une espèce d'obligation de choisir, à mon avis, François Hollande. Régis Sommier. Oui, il y a rien de plus à dire. C'est vrai que si c'est Macron, là on aura le vrai Hollande. Parce que le problème de François Hollande, à force d'essayer de faire la synthèse entre tous les courants, finalement, il ne dit pas ses vraies couleurs. Ses vraies couleurs, il les a dit. C'est le rassemblement, il aime pas. Mais il a parlé de social-démocratie à une époque. Ça a été un mot quasiment une injure quand on s'est dit par rapport à l'orthodoxie du PS, qui reste quand même marxiste dans ses grandes lignes, quand on réfléchit philosophiquement en tout cas. Eh bien là, ça serait vraiment de dire non. C'est cette aile-là que je choisis et c'est ça que je suis. Voilà. Allez, on change de sujet. La justice qui valide la possibilité d'expulser les migrants de Calais. C'est également un autre point qui était mis en exergue par la fameuse tribune de Martine Aubry, la politique du gouvernement face aux réfugiés. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est plutôt une décision raisonnable. D'abord, c'est une décision de justice, donc validons qu'une décision de justice a été prise et quelle qu'elle soit, on ne la commande pas. Bon, ceci étant, je pense que
tout le monde sera d'accord pour dire que ce qui se passe à Calais ne peut pas durer éternellement et qu'à un moment il faut trouver des solutions, ne serait-ce que des solutions humanitaires pour commencer, puisque on sait que cet endroit est un endroit insalubre, on sait que c'est un endroit non sécurisé, on sait qu'il y a des milliers de personnes qui aujourd'hui sont en situation d'être démunies complètement et qu'il faut sans doute trouver d'autres solutions d'hébergement. Donc ça, cette question-là, au moins si la décision de justice peut permettre de la régler ou de la trancher ou en tout cas de l'améliorer, tant mieux. L'autre question néanmoins qui était posée effectivement par la tribune d'Aubry, c'est la question des migrants en France. Et moi, pour le coup, c'est un des points sur lesquels j'étais pas vraiment d'accord avec cette tribune, c'est-à-dire que, et d'ailleurs elle répond pas, Aubry, dans la tribune, c'est combien on veut accueillir de migrants. Est-ce que demain on accueille 200 000, 300 000, 400 000 migrants? Est-ce que c'est ça la réponse? Moi, je crois effectivement que ça ne peut pas être ça la réponse. Les chiffres que donnent nos amis allemands sont assez vertigineux. On parle de 3,4 millions de migrants sur 4 ans. C'est ce que les Allemands pensent peut-être, en tout cas estiment que le flot qui sera. Il faut imaginer ce que ça peut faire. Il faut imaginer. Et l'Europe est en grande difficulté. Mais pour revenir sur Calais, il y a aussi la question. Moi, je pense aussi aux habitants, ce qui est devenu leur ville. C'est effrayant. Alors effectivement, il y a la situation humanitaire d'avoir ces gens qui sont dans des conditions sanitaires terribles, mais également les gens qui sont censés porter le poids de tout ça. Alors la question aussi, c'est que on a déjà connu Sangatte à une époque. Maintenant, on connaît Calais. Quel va être le prochain? Les Belges ferment leurs frontières. Enfin, il y a quand même encore des problèmes qui ne sont pas résolus. Et une décision de justice comme ça ne résoudra certainement pas tous les problèmes et surtout pas l'attractivité de la Grande-Bretagne. Allez, on va vers l'étranger. Il y a des élections en Iran, mais on a un mot, peut-être juste un mot. Donc, c'est Rouhani et les réformistes. Est-ce qu'ils peuvent gagner les élections? Écoutez, c'est pas sûr parce que autour d'eux, il y a beaucoup d'extrêmes, finalement, de figures extrêmement conservatrices. Néanmoins, une élection, ça rappelle d'abord que l'Iran est une démocratie, enfin a une forme démocratique absolument. En tout cas, ou une forme de participation. Cette même forme de participation avait amené Ahmadinejad à une époque. Bon, maintenant elle a amené Rouhani. On va voir si ça se transforme. Il y a des enjeux terribles quand même, parce que il y a l'enjeu de l'ouverture de l'Iran, l'enjeu de l'acceptation des accords sur le nucléaire avec les Américains, c'est-à-dire une forme de paix, ce qui est pas du tout dans l'optique des conservateurs. Donc on va voir comment de quel côté va aller le peuple et s'il va donner une sorte de satisfecit à Rouhani, quoi. Alors, autre élection que l'on suit de près, ce sont bien sûr les primaires aux États-Unis. Donald Trump, vous y étiez, vous avez suivi cette campagne. Donald Trump est vainqueur dans le New Hampshire, en Caroline du Sud, en Nevada. Est-ce que ce qui paraissait invraisemblable il y a quelque temps est possible? Est-ce que Donald Trump va être le candidat des Républicains? Moi, je pense qu'on en est bien parti. En tout cas, le moment de vérité, l'heure de vérité, va être le 1er mars avec ce qu'on appelle le Super Tuesday, où il y a un certain nombre de délégués qui vont être emportés ce jour-là dans plusieurs États. Donc ça va être décisif. Maintenant, ce qui était surprenant dans le Nevada, c'est des chiffres. Par exemple, 44% de l'électorat républicain d'origine latino a voté pour Donald Trump, qui est une personne qui dit il faut construire des murs et il faut aller vers les 11 millions d'Américains illégaux et les faire sortir, ou en tout cas régulariser leur situation. Donc on est vers une adhésion qui va bien au-delà d'un socle électorat de blancs conservateurs. C'est son populisme, le rejet de l'establishment qui explique ce succès. Oui, parce que chez Donald Trump, il y a toujours deux aspects. Il y a le côté outrancier, il y a le côté qui va dans le sens du vent, c'est-à-dire que les Américains veulent des réponses sur les questions de sécurité et d'immigration, sur la définition de leur identité, mais également sur ce qu'il y a chez Trump, c'est-à-dire le fait que vous retroussez les manches et vous pouvez y arriver. Regardez, moi j'y suis arrivé, et c'est ça que je veux. Et ça marche énormément. Cette façon d'interpréter ou d'imprimer sa marque sur la campagne marche très très bien. Philippe Besson, ça vous fait peur, Donald Trump? Oui, ça me fait peur, parce que je pense qu'effectivement, quand on voit son programme ou ce qui tient lieu de programme, parce que quand même il reste extrêmement flou sur ses propositions, on a l'impression quand même que Marine Le Pen à côté est une modérée. Donc c'est vrai que c'est tout à fait inquiétant. Après, on voit bien qu'effectivement, il capte à la fois la colère de l'Américain moyen, l'inquiétude d'un peuple qui n'est plus seulement peuple blanc, et qu'effectivement il incarne l'homme viril, le retour du cow-boy. C'est le Roosevelt du début du siècle, le Taylor, ou le Ronald Reagan de la fin des années 70. Voilà, c'est l'homme viril campé sur ses deux jambes qui arrive, et ça plaît. Donc je vois mal aujourd'hui comment il ne serait pas désigné. Il y a aucune raison, parce qu'en plus
même quand il dit une horreur, il s'écroule pas. Donc je vois pas du tout comment il ne serait pas désigné. Face à lui, Rubio, Cruz, franchement, font pas le poids pour l'instant. Enfin, ça me paraît pas. Et même dans leurs propres États, regardez en Floride, etc. Donald Trump est largement en tête. Merci Philippe Besson, merci Régis Le Sommier. À venir la bourse, le rappel des titres avant Evro Thierry.